Business, le débrief de la matinale. Le débrief de la matinale ce matin avec Jean-François Robin, directeur de la recherche de Natixis CIB, Dominique Carlac, présidente de DNC Consultant, et Pierre-René Lama, président de France Active. Bonjour à tous les trois. On a trois sujets pour nous ce matin. L'assurance chômage, une réforme pour faire quoi, Pierre-René Lama? Des économies. Ah bah ça c'est sûr, mais je crois que c'était pour faire revenir le plein emploi. Enfin venir tout court, parce que revenir, non. Non. Dominique? Un peu des deux, un peu d'économie, mais c'est surtout de la création d'activités qui créent de l'emploi. Bon, c'est un peu des deux. Allez, on se met au milieu. La Chine, ce sujet évidemment avec la visite de Xi Jinping en Chine pour 2 jours. On a eu 15 petits contrats, c'est fini, hein, Jean-François Robin, à l'époque des grands contrats. Est-ce qu'on a réussi à faire comprendre à la Chine qu'on n'allait pas se laisser faire ? Non, je crois pas, mais il y a quand même une vraie tendance de fond de l'Europe qui se réveille quand même un petit peu. On voit que l'Europe est moins naïve qu'elle ne l'a été. Donc voilà, ça fait partie du message. On voit bien d'ailleurs, le président est avec Ursula von der Leyen pour appuyer le message. L'Europe est en train un peu de résister et un peu de prendre, voilà, on voit sur les panneaux solaires, sur les éoliennes, sur les véhicules chinois, on risque d'avoir des droits de douane qui vont monter pour dire il faut que ce soit quand même que les règles du jeu se rééquilibrent. Et en plus, on a sauvé le cognac. Vous voyez ? Tout va bien. Donc comme quoi c'est un succès. Il y a des bonnes nouvelles. On parlera provisoirement. Provisoirement. Oui, mais c'était déjà provisoire. C'est vrai. Bon, écoutez, on prend les bonnes nouvelles où elles sont. On a aussi une autre bonne nouvelle sur le fonds Tibi. Le fonds Tibi 1, ça marchait bien. On a le fonds Tibi 2 qui arrive là pour financer la tech et la transition. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle, Dominique. Je dis bravo, parce que quand un pays investit dans la tech, dans la science, il a une chance d'être dans la vraie compétition mondiale. Eh bien, on discute de tout ça dans un instant. À tout de suite. Good Morning Business, le débrief de la matinale. Le débrief avec Jean-François Robin, avec Dominique Carlac, Pierre-René Lama et Carole Juge-Lewelyn qui vient juste de nous rejoindre, présidente et fondatrice de June. On va commencer avec l'assurance chômage. Une réforme pour faire quoi? La nouvelle réforme va être présentée aux partenaires sociaux. Ça sera à la moitié du mois de mai. Parmi elles, une nouvelle mesure, la baisse de la durée d'indemnisation en cas d'amélioration de la conjoncture. Caroline Morisseau nous explique et on en débat derrière. L'exécutif veut revenir à la charge sur une mesure qu'il avait déjà tenté de mettre en place en décembre 2022. À l'époque, il avait déjà prévu une baisse de la durée d'indemnisation de 25% si le chômage passait sous les 9%. Mais il voulait aller plus loin avec une baisse de 40% cette fois si le chômage tombait sous les 6%. La mesure avait été dévoilée la veille de Noël sans aucune concertation avant d'être abandonnée quelques jours plus tard face à la colère des syndicats. Mais selon un ténor de la majorité, elle pourrait ressurgir dans le décret qui sera présenté mi-mai aux syndicats. Cette mesure permettrait au gouvernement d'afficher une forme de cohérence plutôt que de baisser la durée d'indemnisation dès maintenant alors que le chômage remonte en totale contradiction avec ce qu'il avait annoncé. Il s'agirait là de la baisser, mais seulement si la conjoncture s'améliore. Or, le gouvernement n'a toujours pas abandonné son objectif, atteindre le plein emploi, c'est-à-dire 5% de chômage d'ici la fin du quinquennat. Il compte sur toutes les autres mesures sur lesquelles il planche, durcissement des conditions d'ouverture des droits ou encore allongement du délai de carence pour y parvenir. Dominique Carlac, qu'est-ce que vous pensez de cette trame de nouvelle réforme de l'assurance chômage ? 2 choses. La première, c'est que cette réforme, elle est envisageable. Quand on a dans les entreprises des offres d'emploi non pourvues, on se pose toujours la question de l'incitation au travail et on se rend compte que certaines études économiques montrent que c'est toujours au dernier trimestre de l'indemnisation qu'on retrouve plus activement du travail. En réalité, changer l'indemnisation des chômeurs, est-ce que ça rehausse le taux d'emploi? Quand on regarde les systèmes d'indemnisation en Allemagne, aux Pays-Bas, qu'est-ce qui réellement crée de l'emploi? Est-ce que c'est le modèle économique ou est-ce que c'est le système d'indemnisation? En réalité, la création d'activités crée de l'emploi et quand l'activité est plus calme, plus atone, en fait, il n'y a pas de création d'emploi. Pierre-René Lema, vous pensez toujours autant de mal de cette réforme de l'assurance chômage ? C'est-à-dire que je trouvais qu'il y avait une logique dans la réforme précédente, celle de la contracyclicité. Où on faisait plus dans un cas, moins dans l'autre. Là, il y avait une logique économique, ça va mieux. Voilà, bon. Là, on voit bien qu'il y a 3 idées. C'est durcir les conditions pour être indemnisé. Bon, est-ce que ça a un effet incitatif? Sans doute. C'est d'allonger la durée de carence. Alors là, je trouve que c'est un peu fort de café et que ça aura du mal à passer. Et puis même le patronat ne doit pas être très content de l'idée, si j'ai bien lu, de généraliser le bonus-malus. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir quelques secteurs économiques qui sont pénalisés dans l'hypothèse où ils recrutent surtout des contrats à durée courte, là, ce serait généralisé à tout le monde. Bon, donc j'en conclus que ça aura, à mon avis, un effet faible sur le chômage, un effet fort
sur le climat social. En gros, tout le monde sera fâché. Mais ça va peut-être rapporter de l'argent. Mais ça va rapporter un peu d'argent. Et en tous les cas, ça va rapporter de l'argent tout de suite. Voilà. Et je trouve que le prix à payer est quand même considérable. Parce que le prix à payer, c'est quoi ? C'est de faire une croix définitivement, semble-t-il, pour ce gouvernement, sur le paritarisme. Et ça, c'est vraiment dommage. Carole. Moi, je pense que ça va rapporter d'argent, mais ça ne va pas en rapporter tant que ça, puisque au final, c'est exactement ce qu'on se disait, les gens qui ont des emplois qualifiés, ils trouvent du travail. Alors peut-être que, en effet, si on réduit la durée d'indemnisation, on va gagner 1 mois, 2 mois, 3 mois. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est comment est-ce qu'on remet au travail des gens qui ne travaillent plus depuis longtemps ou qui sautent, entre guillemets, de petit emploi, période de chômage, petit emploi, période de chômage. Et en effet, ce genre de mesures un peu extrêmement restrictives va se faire au prix d'un conflit social qui va être très fort. C'est-à-dire qu'il faut quand même être réaliste. C'est toujours très difficile de mobiliser sur les questions de chômage, sur les conflits sociaux. C'est plus facile sur la retraite, mais rarement les gens dans la rue. Alors, le problème, c'est que oui, les gens vont manifester dans la rue, mais il y a une autre forme de contestation sociale, c'est-à-dire qu'on vit dans un univers où l'incivilité est très grandissante. On ne parle pas juste du côté de la violence, machin. L'incivilité, le savoir vivre ensemble est de plus en plus difficile. Et en fait, à force de vouloir monter un peu les gens les uns contre les autres, ça rend ça plus compliqué. Donc c'est là où moi je trouve que pour la paix sociale, c'est une économie qui n'est pas forcément incroyable, mais qui a un coût social qui est très élevé, alors qu'on a quand même vécu 2-3 trucs. Et encore une fois, je maintiens ma position qui est toujours la même. Il y a des populations à risque qui doivent être vraiment protégées, les seniors, les femmes qui sont en maternité, en postpartum, c'est des populations qui sont extrêmement exposées, qui sont très à risque. Il faut, à mon sens, plutôt se dire, on peut faire des trucs un petit peu difficiles pour des populations très actives, mais protéger vraiment ouvertement, largement les seniors et les populations à risque. Jean-François Robin. Alors moi je pense quand même qu'il y a un sujet là-dedans, il y a gagner de l'argent. Alors la paix sociale, effectivement, si on aura la paix sociale, on ne fait rien. Plus de réformes. On ne fait rien. Mais le problème de l'attaque je pense le point de départ de cette histoire-là, c'est quand même que d'abord moi j'aime bien le côté contracyclique qui reste dans cette réforme. Moi je trouve que c'est très bien de durcir quand les choses vont bien et d'assouplir quand les choses se tendent un petit peu. Donc là il ne s'agit pas de le faire maintenant. En revanche quand même le point de départ c'est quand même de se dire on a 7,5% de chômeurs d'un côté et de l'autre on a 3 millions d'emplois offerts qui ne sont pas pourvus. Donc on a un petit sujet d'appariement entre les offres d'emploi et le chômage. Donc il s'agit quand même de redynamiser le marché du travail, la première chose quand même. La deuxième chose qu'il faut regarder, c'est que qu'est-ce qui marche chez les pays qui n'ont pas 7,5% de chômage, mais qui en ont 3. Et c'est des pays très comparables aux nôtres. Justement, vous parlez de l'Allemagne, etc. C'est pas des petits pays. Il y a des particularités, mais il y a des pays très très comparables aux nôtres dans la structure. Même si l'Allemagne est différente de nous, il y a aussi des pays de services qui font nettement mieux que nous en création d'emplois. Et quand on regarde typiquement la durée d'indemnisation du chômage, on est les plus généreux de l'Europe, et pourtant on est ceux qui ont un taux de chômage. Toutes les études montrent que c'est en fin de période d'indemnité de chômage qu'on se remet comme par hasard à trouver du boulot. Je dis pas que c'est systématique, que c'est 100% des gens, mais quand même, en général, c'est plutôt à la fin, et notamment sur les publics les plus diplômés. Donc c'est là aussi, je pense qu'il faut peut-être cibler. Et puis je termine, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que la durée d'indemnité, je parlais de la fin, où c'est là où on retrouve du boulot, mais les pays qui ont le moins de chômage, c'est quand même ceux qui ont une durée d'indemnisation beaucoup plus courte que la nôtre. Donc il ne faut pas associer raccourcissement de la durée d'indemnisation avec chômage. Non, a priori, c'est plutôt compatible avec un taux d'emploi supérieur. Dominique. Mais en fait, il y a 2 types de chômeurs. Il y a vraiment effectivement un chômage sur les métiers où on est très formé, et donc là, effectivement, raccourcir va pas pénaliser. C'est un chômage entre 2 jobs, quoi. Voilà, va pas paupériser ceux qui sont très diplômés. En revanche, il y a un vrai sujet qui est dans les derniers chiffres qui sont tombés. La durée du chômage des chômeurs en longue durée, elle augmente. Donc c'est cela qu'il faut aller chercher. Alors je sais pas. Oui, c'est ce que disait Carole, c'est que vous sortez du. C'est l'emploi des seniors qu'il faut travailler. C'est pas ça qu'il faut plus d'économie. Par contre, si on veut aller là-dessus, il faut quand même oublier cette idée saugrenue de se dire on va donner des bonus et des malus aux entreprises. Mais enfin, ça n'a pas de sens. C'est pour pousser au contrat long. Oui, mais ça n'a pas de sens parce qu'il y a des métiers qui, par nature, et des salariés qui, par nature, switchent d'un boulot à l'autre, et ça fait une dynamique d'emploi et une dynamique d'activité. Donc on ne va pas pénaliser des entreprises qui ne trouvent pas
à embaucher, alors qu'on sait qu'il y a sur le marché des gens qui sont en mode turnover. Juste Dominique, sur le risque social dont parlait Carole, le MEDEF ne pousse pas outre mesure cette réforme de l'assurance chômage. On a un engouement de dingue, c'est pas forcément nécessaire. On a dit deux choses. On a dit que, évidemment, on aurait préféré que ça se fasse dans le paritarisme, c'est-à-dire entre partenaires sociaux, et on a néanmoins dit que cette réforme était envisageable. Est-ce que c'est la priorité ? Nous, la priorité, c'est la compétitivité des entreprises pour qu'elles créent de l'activité et donc créent des emplois. Pardon Dominique, excuse-moi. Non, mais je disais, en fait, souvent, là, on entend beaucoup, je trouve, dire, ouais, le gouvernement s'attaque au paritarisme. Mais quand même, quelque part, c'est le paritarisme qui a mal fonctionné et qui s'est pas mis d'accord. Ils n'ont pas réussi à s'accorder. Ils y étaient presque, Dominique. Ils y étaient presque, on l'a dit. Enfin, ils y étaient presque, et puis ils s'étaient accordés. Ils n'y étaient pas. Non, ils n'y étaient pas, mais pas loin. Hein. Oui, pas loin, apparemment, ça compte pas. Oui, je suis bien. Dans les résultats, vous arrivez le premier, vous dites, j'étais pas loin. Je suis d'accord, mais je suis pas sûr que le gouvernement a poussé à la roue pour... Je voulais juste dire une chose. Je rappelle que près de la moitié des chômeurs ne sont pas indemnisés. On parle de la moitié des chômeurs qui sont aujourd'hui indemnisés, qui le seraient moins. Et donc, ça mérite quand même une réflexion. Si la moitié des chômeurs ne sont pas indemnisés, c'est que la réponse en termes de serrage de vie, c'est pas forcément la meilleure. Allez, on parle de la Chine. Est-ce que l'Europe se défend suffisamment face à la Chine ? Xi Jinping est en voyage pour 2 jours, jusqu'à ce soir en France. On a eu quelques contrats, une quinzaine qui ont été annoncés. On est très très loin des gros contrats qui avaient pu avoir lieu dans les dernières visites du président chinois. Est-ce que l'Europe se défend suffisamment ? Est-ce que c'est la fin de la naïveté ? Écoutez la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Nous défendrons nos entreprises, nos économies, nous n'hésiterons jamais à le faire si c'est nécessaire. La Chine subventionne des produits, les voitures électriques, l'acier inonde les marchés européens. En même temps, la Chine soutient sa production industrielle, sa demande intérieure ne suit pas. Le monde ne peut pas absorber les surcapacités chinoises. L'Europe n'hésitera pas à prendre des décisions fermes pour protéger son économie et sa sécurité. Notre marché intérieur, nos consommateurs, c'est ça qu'on a pour se défendre face aux Chinois, Dominique ? Eh bien, ce matin, j'ai une punchline. Allez-y. Boire du cognac français ou conduire des voitures chinoises, il va falloir choisir. Donc, en d'autres termes, boire ou conduire, il va falloir choisir. Parce qu'en fait, effectivement, ça va être à coup de dumping croisé, c'est à dire qu'est-ce qu'on fait. Donc, Ursula von der Leyen l'a répété, on va essayer de s'organiser. Hier soir, les messages ont été quand même relativement clairs. Il faut quand même un semblant d'équité, ou en tout cas un effort d'équité dans ce commerce international. Néanmoins, il y a quand même une chose qui est à souligner, c'est qu'il y a de les crispations, mais il y a beaucoup d'échanges. Il y a 100 milliards d'échanges. Donc c'est normal qu'il y ait... Il y a de l'interdépendance. Il y a de l'interdépendance. La Chine et les États-Unis, qui sont très crispés, il y a 600 milliards d'échanges. Donc nous, il y a 100 milliards d'échanges et il y a un petit peu de crispation aussi. Pierre-René. Une visite d'État, c'est pas le moment où on se fâche. Donc c'est vrai que vous connaissez ça très bien. Non, mais en général, quoi. Donc là, l'idée, c'est pas de fâcher avec la Chine, c'est de poser un certain nombre de règles. J'ai compris que Madame von der Leyen joue un peu la méchante, d'ailleurs c'est un peu son caractère, et oui, je vous assure, et que me lancez pas sur ce genre de truc. Non, moi non plus. Allez-y. Et que le président de la République joue le conciliateur. Donc voilà, on voit bien le. On a en gros 46 milliards de déficit, nous les Français, par rapport à la Chine en termes de balance des paiements. C'est quand même considérable. Tout le monde dit la même chose, c'est-à-dire il faut rééquilibrer les règles du jeu. Et ça, c'est une affaire moins française qu'une affaire européenne. Bon, une fois qu'on a dit ça, le problème est de savoir quel est le calendrier qui nous permettra progressivement de revenir à l'équilibre. Et ça, les directives européennes qui ont été adoptées, le débat européen sur l'équilibre des comptes, le débat européen sur le dumping chinois et cette espèce de course en avant vers les exportations, il est devant nous. Alors, on est moins naïf, mais je ne sais pas si vous regardez un peu dans le passé, vous verrez que ça fait au moins 15 ans qu'on dit ça. Il faut être moins naïf.
il faut On fait des enquêtes être moins maintenant. ouvert, il faut avoir des fermetures aux frontières. Bon, Monsieur Lescure disait les choses très justes tout à l'heure. Il faut qu'on puisse avoir des barrières en termes environnementaux, également en termes de taxes, sur une période peut-être courte, mais pour nous permettre de rétablir des capacités de compétition de l'Europe par rapport à la Chine. Carole, et après on parle des fonds Tibi. Je pense qu'il faut sortir un tout petit peu de cette forme de naïveté. Le discours de Macron sur l'Europe a été extrêmement clair. Il y a un moment, on a les Américains qui ont fait l'IRA, la Chine qui est vraiment puissante et ferme sur ses positions. Pourquoi est-ce qu'on est autant frileux sur un Buy European Act qui dirait ouvertement, en fait, on est en tant qu'Européens une puissance et on va se soutenir et créer une économie plus vertueuse. Oui. On commence, on y va, mais c'est tout petit. La loi sur la fast fashion, ça fait partie de ces petites victoires quand on va taxer 5 € chaque vêtement qui va venir de ces entreprises de fast fashion. Le consommateur. Et ça va monter jusqu'à 10 €. Alors, il y a du pour, il y a du contre, mais enfin, à la fin de la fin, on sait fabriquer des vêtements en Europe. On sait faire plein de choses en Europe. Juste, il faut assumer. On a des Américains qui font l'IRA, on a des Chinois qui sont puissants sur ça. Pourquoi est-ce qu'on est aussi rétif à un Buy European Act ? J'aimerais qu'on... Jean-François Robin, parce qu'on a un peu moins de capitaux. Oui, non, mais je vais dans ce sens-là, c'est qu'il ne faut pas oublier quand même que l'Europe, c'est la première zone économique du monde, c'est la plus grosse, la plus puissante, celle qui a la plus grande mais on oublie commerce ça, extérieur. C'est 500 millions de consommateurs, on est hyper fort. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand vous regardez les exportations des entreprises européennes en Chine, c'est 6% de nos ventes, c'est pas énorme. Inversement, un pays comme la Chine, sa consommation intérieure, c'est même pas 30% du PIB, c'est 55%. Ils ont besoin de nous pour Ils ont énormément besoin de nous. Donc on a des échanges qui sont hyper défavorables en ce moment, mais il faut pas oublier qu'on a une certaine forme de négociation. Et puis je termine là-dessus, faut pas oublier que le dumping, tout le monde dit que c'est super d'avoir des voitures électriques pas chères, mais le principe même du dumping, c'est que vous faites baisser vos prix, vous tuez la concurrence pour ensuite faire remonter les prix de vente à vos consommateurs. Donc le consommateur européen, il est absolument pas gagnant. À court terme, voilà, il gagne. À court terme, oui, à moyen terme, c'est vraiment une catastrophe. C'est pour ça qu'on a besoin d'une période de temps, de quelques années pendant lesquelles on ferme. Et on a le marché pour. On était avec Philippe Tibi ce matin justement sur la question des fonds. Il va y avoir 35 industriels et assureurs qui vont abonder dans ce fonds. C'est pas une obligation, les fonds Tibi. Le 1, ça a bien marché, ça a fait de l'impulsion. Le 2, il va y avoir de nouveaux investisseurs. Carole, est-ce que c'est une bonne chose ? C'est une très bonne chose. Pour une raison très simple, c'est que, en fait, on le voit, le rapport de la Cour des comptes d'il y a 2 ans est très très clair sur le fait que les incitations à investir et tout ce qui est mis en place pour favoriser l'écosystème est très bon, ça a des effets très positifs. Donc il y a quand même une chose qui est importante, c'est que le pourcentage d'investissement en recherche et développement de la France est 2,2%. C'est un des plus faibles de l'OCDE. Aux États-Unis, c'est 3,5%. Donc on est presque 2 fois plus petit en termes d'argent qui est mis dans l'investissement, dans la recherche et développement. Donc c'est important et Tibi sert à ça. Et là, ce qu'il y a de bien dans Tibi 2, c'est qu'on va retrouver plus de fonds qu'on appelle early stage, des fonds un petit peu plus croissance. Alors il y a Partech, il y a Elaya, il y a Ventec. Il y a vraiment des... Ils sont tamponnés, ils ont le qui sont tamponnés, qui ont le droit. Et donc c'est intéressant parce que ça permet d'aller chercher du early stage de mon côté, ça permet de faire des choses qui sont très proches de la source de la recherche. Et donc peut-être qu'ils marcheront pas, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça permet de mettre de l'argent dans ces flux-là et donc de regagner une position assez dominante dans ce secteur. Pierre-René Lemar, vous vouliez dire du bien ? Ah oui. Eh ben allez-y. Ah oui, pour une fois, je vais être extrêmement positif. Je trouve que c'est une très bonne initiative. D'abord, c'est très bien de donner le nom de l'inventeur à l'initiative. Je me suis demandé, moi, pendant un certain temps... Je lui ai demandé si c'était mieux qu'un nom de rue. Mais oui, voilà. Et puis je me demandais pourquoi Tibi, puis avant de penser à Philippe Tibi. Donc, moi, je trouve que c'est une excellente initiative. Le fait de mettre un peu d'argent, même beaucoup d'argent, des institutionnels, pour faire venir de l'argent des industriels et d'autres acteurs, pour avoir un écosystème qui permet de financer la nouvelle technologie, je pense que c'est vraiment la bonne méthode. Voilà. Et je trouve que le fait que d'autres acteurs économiques interviennent aujourd'hui, là, quelques-uns, dans le cadre de ce fameux Tibi 2. Il y a Pfizer, il y a... C'est pas mal. Mérieux, pardon, pas Mérieux. Alors, il y a Mérieux qui vient, il y en a 3-4. La Française des Jeux qui Dominique, en 15 secondes. C'est formidable parce que ça peut garantir la souveraineté et la prospérité de notre pays grâce à l'innovation et à la recherche. Donc on dit tous bravo aujourd'hui. Voilà. Je peux vous accorder 5 secondes, Jean-François. Oui, l'innovation, c'est l'investissement, c'est les emplois de demain. Donc c'est très bien et ça marche très bien, x5 en 5 ans. Eh bien, réécoutez Philippe Tibi qui était avec nous tout à l'heure à 7h45. Allez le réécouter sur l'application BFM Business. Dans un instant, les experts avec autour de Nicolas Dose, Philippe Manière, Guillaume Poitrinal et Gilles Raveau. On se retrouve demain. Bonne journée à tous. Demain 6h, 9h. Non, 7h, 9h demain, parce que c'est férié.